Bienvenue à Comex Actu Magazine. Madame, Messieurs, bonsoir. Tension entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, accusés d'appuyer les terroristes M23, l'administration américaine s'explique en tentant de recréer la confiance entre les pays voisins, d'où l'annonce de l'arrivée prochaine du secrétaire d'État américain Tony Blinken. Interrogé à ce sujet, Alain Zikatenda, secrétaire exécutif provincial adjoint de l'ECD, estime que les États-Unis ne vont pas ramener la paix en République démocratique du Congo, car, dit-il, en diplomatie, ce sont que les intérêts. José Kaïmbe. L'administration Biden suit de près la situation de tension sécuritaire dans la partie est de la RDC avec l'agression du Rwanda. Les États-Unis d'Amérique tentent ainsi de recréer la confiance entre Kinshasa et Kigali, accusés de soutenir les terroristes M23. En réaction, le secrétaire exécutif provincial adjoint de l'ECD, Mohamba, Alain Zikate, dit d'indiquer qu'en diplomatie, ce ne sont que les intérêts. S'attendre d'une aide quelconque américaine n'est qu'une utopie. Nous ne cessons de le rappeler qu'on ne peut pas déshabiller Saint-Paul pour habiller ces gens. Aujourd'hui, nous sommes ceux-là qui décrient que nous n'avons pas une armée. Est-ce que vous pouvez vous rappeler, madame, qu'aujourd'hui, nous sommes tous derrière la population de Goma pour pouvoir dire non, écoutez, la MONUSCO doit partir. Mais la MONUSCO n'a que presque 22 000 hommes. Mais l'armée congolaise n'a que plus ou moins 150 000 hommes. Mais qu'est-ce que nous faisons de ces 50 000 hommes? C'est pour vous dire que nous sommes dans un état irresponsable. Les États-Unis ne viendront pas donner la paix en RDC, madame. Savez-vous qu'en diplomatie, il n'y a que des intérêts? Lorsqu'on interroge l'envoyé spécial des États-Unis, la réponse est qu'il vient préserver les intérêts des États-Unis. Mais quels sont nos intérêts que nous mettons à la place publique? Madame, il y a une administration aux États-Unis qui a tout planifié, même pour le monde. Et la question que nous nous posons, quelle est l'administration, la politique de l'administration congolaise? Nous n'en avons pas. Alors, s'attendre d'une aide quelconque, c'est une utopie, c'est une illusion tragique. C'est ainsi que nous disons qu'il nous faut au sommet de l'État un responsable qui viendra réellement assurer la sécurité du peuple congolais. On ne peut pas s'attendre de beaucoup de choses, madame. Sinon, ce ne sont que des intérêts des autres qui sont beaucoup plus préservés au Congo. Donc c'est là où nous disons, madame, que nous ne pouvons pas continuer à espérer. Là, il y a une force d'ailleurs qu'on nous annonce, la force des États de l'Est, qui peut-être va venir. Donc on cherche à remplacer la MONUSCO aux forces des États de l'Est. Madame, mais nous sommes dans quel pays où on doit continuer à sous-traiter la sécurité des peuples? C'est là où nous disons que c'est une aventure de mauvais goût. Nous ne pouvons pas accepter et attendre l'aide de qui que ce soit. Organisons-nous à l'interne. C'est ainsi que nous allons beaucoup plus assurer notre propre sécurité, madame. Notez que le secrétaire d'État américain Anthony Blinken est annoncé en RDC au mois d'août prochain. Manifestation de la population de l'Est qui exige le départ de la MONUSCO jugée inefficace à l'Est de la République démocratique du Congo. Réponse du berger à la bergère. Le porte-parole de la mission onusienne en RDC, Kassim Diane, indique le plan de retrait programmé de la force onusienne est conditionné en accord avec les autorités congolaises. Ce plan qui a été conjointement convenu avec le gouvernement prévoit qu'il y aurait 18 jalons d'indicateurs de progrès sur tous les domaines, la sécurité, la restauration de l'état de droit, la justice, le système pénitentiaire, etc., dans les 3 provinces qui nous restent. Donc je crois qu'il est important dans cette optique de baisser les émotions, les tensions et de s'en référer à un document qui existe et qui nous lie avec les autorités, bien entendu, avec les partenaires des Nations Unies. Peut-être devrions-nous communiquer plus sur ce plan conjointement avec le gouvernement et c'est ce qu'on a donc agréé mardi dernier avec son Excellence le Premier ministre et quelques membres du gouvernement. Peut-être qu'il nous faudrait renforcer ce cadre de partenariat, discuter du plan, discuter des jalons et communiquer en toute franchise avec le public. Je peux comprendre l'émotion, les frustrations qui existent et tout le reste, mais il y a un cadre qui existe et il faudrait absolument revenir à ce plan-là. Toujours
Toujours dans ce dossier de la MONUSCO, Madame, Monsieur, sachez qu'un expert en matière de conflits armés à l'est de la République démocratique du Congo analyse les réactions de certaines autorités du pays par rapport au maintien ou non de la mission des Nations Unies pour la stabilisation de la RDC. Il déclare que ce qui dédouane la MONUSCO de la co-responsabilité de la sécurité à l'est du pays ne connaissent ni le pays ni les enjeux du conflit dans la région de Grand Lac. Suivez ce reportage. L'épineuse problématique du retrait ou non de la MONUSCO du territoire congolais, accompagnée de violentes manifestations contre cette mission onusienne du maintien de la paix à l'est de la RDC, principalement à Goma, Bukavu et Butembo, continue à déferler la chronique dans les milieux politiques du pays. L'opposition, comme d'habitude, dédouane la MONUSCO et jette la responsabilité de cette insécurité persistante à l'est du pays au gouvernement congolais. Cette tendance déclare que le ras-le-bol de la population de l'Est manifestée contre la MONUSCO devrait être dirigé à l'endroit du gouvernement. C'est qu'en fait la colère de cette population est l'expression de, comment je vais le dire, l'expression d'un ras-le-bol général à l'est du pays à la suite de la persistance de l'insécurité. L'insécurité qui s'étend au-delà de la présence du M23 à Bunagana. Cette insécurité qui va de l'Ituri jusqu'au Tanganyika avec plus d'une centaine de groupes armés. Vous avez une dizaine de groupes armés en Ituri, une quarantaine dans le nord Kivu, une soixantaine dans le sud Kivu et encore une dizaine dans les Tanganyika. C'est le ras-le-bol. Et ces ras-le-bol cherchaient à s'exprimer et le gouvernement, lui, a canalisé ces ras-le-bol vers la MONUSCO. En fait, la MONUSCO n'est qu'un exitoire d'un peuple qui ne croit plus en son propre gouvernement. Et la MONUSCO, c'est la cible la plus facile. Vous allez vers la MONUSCO, on peut vous laisser enjamber l'enceinte de la MONUSCO et s'en prendre physiquement aux troupes de la MONUSCO ou encore aux installations de la MONUSCO. En fait, les manifestants sont en train, en réalité, de s'en prendre au gouvernement. Dans cette même optique, le prix Nobel de la paix de Dr Denis Mukwege a déclaré que la MONUSCO n'est pour rien dans cette affaire de l'insécurité à l'est du pays. Il a souligné que remplacer cette mission par une force régionale plongerait les pays dans le chaos à partir du moment où la plupart des pays qui composeraient cette force sont de mèche avec le Rwanda. Face à cette situation, Isaac Ngwinza, journaliste d'investigation et chercheur en matière de conflits armés à l'est de la RDC, soutient que ceux qui dédouanent la MONUSCO et jettent toute la responsabilité au gouvernement congolais sont simplement ignorants de ce que la RDC et des enjeux de ces conflits armés qui a déjà duré plus de 23 ans. Mais à mon humble avis, avec les 14 ans d'enquête que j'ai menée à l'est de la RDC pour essayer de comprendre les conflits armés, de 2005 en 2018, je peux dire aujourd'hui à la télévision que tout le monde qui essaye de condamner le gouvernement en appuyant, par exemple en soutenant que la MONUSCO est innocente en ce qui se passe à l'est du côté insécurité, signifie tout simplement qu'ils ne connaissent ni d'Adam ni d'Ève ce que c'est que la RDC et les vrais enjeux du conflit à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà la vérité. Cet expert journaliste d'investigation soutient que le départ de la MONUSCO de la RDC marquera un pas décisif pouvant aboutir à une paix durable à l'est de la RDC. Madame, Monsieur, sachez qu'à la Commission électorale nationale indépendante CENI, l'Assemblée plénière a adopté ce jeudi les mesures d'application de la loi électorale en vigueur. Après cette étape, l'édit texte deviendra une réglementation opposable à toutes les parties prenantes au processus électoral, une fois déclarée conforme à la Constitution de la République par la Cour constitutionnelle. Suivez cet extrait du président de la CENI au micro de Edith Waiki. Après la promulgation le 29 juin 2022 de la nouvelle loi électorale par le chef de l'État, il revient donc à la CENI de prendre de nouvelles mesures d'application en vue de prendre en compte les innovations introduites par la dite loi, qui elle-même est issue de la proposition de loi du G13 et du rapport général du processus électoral de 2012 à 2019. 7 jours durant, nos experts juristes
ont réfléchi en commission sur la nouvelle écriture des dites mesures d'application qu'ils soumettent aujourd'hui à notre examen pour adoption. J'ai personnellement, à travers les directeurs de cabinet adjoints, Dave Banza, j'ai suivi donc le déroulement des dits travaux et j'ai apprécié la qualité des débats qui ont été engagés par chacun et chacune des experts juristes. Ceci prouve une fois de plus l'expertise avérée de nos experts juristes dans les questions relatives au droit électoral, spécialement celles ayant trait au cadre légal et réglementaire. Ainsi, à travers ces travaux, l'occasion nous est donnée à nous tous, membres de l'Assemblée plénière de la CENI, de nous approprier des nouvelles mesures d'application en ce que nous sommes appelés à conduire et surtout à superviser les activités opérationnelles découlant de la loi électorale. Nous avons aussi donné l'opportunité aux parties prenantes de nous envoyer leurs propositions pour pouvoir davantage enrichir ces mesures d'application. Avant de clore mon propos, je tiens à remercier les membres du bureau et de l'Assemblée plénière, particulièrement le premier vice-président, M. Bienvenu Ilanga, et ainsi que les membres Fabien Boko et Mme Adine Dor Omokoko, ainsi que les cadres et agents qui étaient impliqués dans l'organisation et le succès de la gestion de cet atelier d'écriture de nouvelles mesures d'application. J'invite les plus jeunes de nos experts juristes à capitaliser non seulement les connaissances acquises lors de ces 7 jours, mais également celles qu'ils vont apprendre à l'occasion des travaux de ce jour. De même, j'invite nos différents desks, tels que genre et diversité, sensibilisation, communication et relations publiques, ainsi qu'environnement politique et électoral. Évidemment, la liste n'est pas exhaustive. De se familiariser avec cette réglementation, c'est-à-dire avec ces mesures d'application, parce qu'elles sont pertinentes par rapport à leur travail. Autre chose à présent, les députés nationaux et provinciaux originaires de Maïndombe dénoncent une rébellion en gestation à Kwamout dans leur province. Suivez l'un d'entre eux, le député national Guy Massono, au micro de Edith Waiki. Nous, députés nationaux et provinciaux, originaires des territoires de Kwamout, faisons la déclaration suivante dont la teneur suit. Depuis quelques mois, une situation déplorable d'insécurité fait surface dans les territoires de Kwamout, surtout dans le groupement Bateke Sud. Cette situation macabre et alarmante est l'œuvre d'un groupe bien organisé qui formerait une milice armée, qui déjà annonçait des représailles contre la population autochtone. Les annonces belliqueuses fréquentes de ce groupe armé ont commencé à mettre la population dans le mois le plus total. En effet, en date du 7 février 2021, un certain chef de groupement habitant Kasongolunda dans la province du Kwango avait écrit à l'administrateur chef de territoire de Kwamutu. Lettre dont copie a été réservée au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, par laquelle il revendiquait les terres du territoire de Kwamutu, prétendant vouloir les récupérer car, dit-il, les Téké seraient originaires du Congo-Brazzaville. Aussi, par la lettre du 5/9/2021, signée par un certain Makambo Balosa Thomas, vivant dans ce territoire, instigant aux fermiers à ne plus payer les redevances coutumières d'une part, et d'autre part à ne pas obéir à un seul chef Téké, car ils doivent récupérer ces terres de Téké. Après quelques temps, un groupe armé s'est organisé, composé exclusivement de Bayak, lesquels ont commencé à livrer une fois de plus leurs intentions de conquérir les terres Téké, y compris ces villages. Ainsi, plusieurs villages sont déjà conquis
après avoir incendié des maisons et y ont installé leur propre nouveau chef. Le 10-6-2022, cette milice a incendié le village Massiambé et installé son propre chef de cette même tribu. Le 15-6-2022, elle a incendié le village Ntia. Le 27-2022, c'était le tour du village Nziamé et elle a installé un chef de la même tribu. Le 27-7-2022, le village d'Oumou, chef-lieu du groupement de Bateke Sud. Autre sujet à présent, malgré l'amendement de l'ancien code minier qui a donné lieu au nouveau voulu gagnant-gagnant par le gouvernement congolais, des contrats miniers jadis jugés léonins par l'opinion ont gardé leur effet jusqu'à ce jour. Voilà le sens de l'analyse faite par Isaac Ngwenza. On les a qualifiés des contrats léonins, des contrats miniers de 10, 20, 30 ans où le gouvernement congolais propriétaire des mines ne se retrouvait presque pas. Malgré le changement ou l'amendement de l'ancien code minier, élaboré par le célèbre cabinet Kabemeri, qui présentait des avantages juteux pour les investisseurs, le nouveau code minier semble demeurer impuissant face aux dispositions qui puissent conduire à des revisitations de certains contrats miniers que le gouvernement congolais a eu à contracter avec certaines entreprises minières. Pour le législateur de l'ancien code minier congolais élaboré en 2002, dans le contexte où les sites miniers étaient réputés sous le contrôle des groupes armés, on devait prévoir des dispositions qui allaient réduire la peur et les risques aux investisseurs réputés des chats échaudés qui n'allaient pas accepter d'investir à risque. Dans ce contexte, la plupart des contrats que le gouvernement congolais a eu à signer avec les opérateurs miniers étaient incroyables. À titre exemplatif, le contrat de partenariat entre le gouvernement congolais et les géants miniers américains Tenke-Fungurume Mining, le gouvernement n'a eu que 18% des dividendes et 82% allaient chez les partenaires ou actionnaires étrangers. Autre cas le plus choquant demeure celui du contrat avec la grande firme Kibali Gold Mines, composée au départ des deux grands géants miniers, à savoir Rand Gold Resources et Anglo Gold Ashanti, où le gouvernement congolais n'a que 10% dans la plus grande mine d'or d'Afrique. Quelques années plus tard, un autre géant minier arrive avec sa considérable quote-part qui a fait de lui le troisième partenaire dans cette joint venture qui a transformé l'environnement de la province orientale à la volonté du gouvernement, construisant les logements sociaux pour la population, les marchés, les routes, etc. etc. Ainsi, Rand Gold Resources, Anglo Gold Ashanti et Barrick Gold sont devenus les trios gagnants dans cette joint venture avec le gouvernement congolais. La chose qui dérange l'opinion est celle relative à l'imperméabilité quant à la transparence dans les paiements des impôts, taxes et royalties que ces entreprises payent au gouvernement congolais selon l'initiative pour la transparence de l'industrie extractive ETA. Ces entreprises minières qui opèrent en RDC devaient déclarer et publier les taxes payées à l'État congolais et ces derniers, à travers ces régies financières, la DGI, la DGDA et la DGRAD, devaient aussi publier des chiffres et des montants qu'elles perçoivent des entreprises minières en termes de taxes, impôts et royalties. Mais ce sont des informations qui ont toujours été verrouillées, car à l'heure actuelle, aucune régie financière congolaise n'appelle la presse pour rendre compte des recettes minières qu'elles perçoivent comme l'exige l'ETA. La grande question des revisitations de ces contrats léonais demeure d'actualité. Parlons santé à présent. La quintessence des interventions des médecins légistes dans les enquêtes criminelles a poussé la rédaction de Comex Actu à s'approcher des experts en ce domaine afin d'éclairer l'opinion sur cette branche de la médecine auxiliaire et judiciaire. Vadia Basten nous en parle. Suivez. La médecine légale en République démocratique du Congo évolue normalement comme sous d'autres cieux, à en croire le docteur Léa Mouyila Mangebe, médecin légiste et chef du département de la médecine légale à l'hôpital général de référence de Kinshasa.
Ces départements médicaux en charge d'élucider les enquêtes criminelles quant aux lésions corporelles ou le cas des cadavres qui nécessitent l'autopsie. En vue de déterminer le vrai cause d'un décès, agit comme une véritable auxiliaire de la justice. La médecine légale, c'est une science médicale qui est à l'interface entre la médecine et la justice. Dont l'acteur principal, c'est le médecin légiste. Le médecin légiste, selon le commun des mortels, il croit que le médecin légiste, c'est seulement un médecin autopsieur qui ne fait que des autopsies. Pourtant, dans notre pratique quotidienne, ce n'est pas le cas. Les autopsies, c'est pratiquement peut-être juste 1% de notre pratique. À 99%, nous sommes avec les vivants. Alors, le département de médecine légale de l'hôpital général a 3 services principaux. On a la médecine légale clinique ou la médecine légale que nous appelons la médecine légale du vivant, qui s'occupe de tous les cas de violence, entre autres les agressions sexuelles, les accidents de trafic routier, les cas de coups et blessures volontaires, et qui s'occupe aussi de tous les problèmes sociétaires, comme les exclusions de paternité, les morsures canines, qui s'occupe aussi de détermination des dommages et intérêts. Et nous avons aussi le service de thanatologie ou le service de médecine légale du mort. C'est comme ça qu'on appelle ça, qui s'occupe de tous les détours et tous les contours de ce qui a trait avec la mort. Donc là, on voit les autopsies, on voit les mises en bière, on voit les certificats de décès et puis la recherche aussi, en tout ce qui concerne la mort depuis la naissance jusqu'à l'inhumation. Et le 3e service, c'est la médecine légale du travail, qui s'occupe de tout ce qui a trait avec le travail, les accidents de travail, les maladies professionnelles. Et dans ce service-là, on établit certains documents, dont les aptitudes physiques aussi que nous faisons et que nous faisons et nous remettons aussi à la personne qui vient le faire chez nous. Le département de médecine légale a 2 pavillons. On a le pavillon 18 qui est la morgue de l'hôpital et le pavillon 24 qui s'occupe de la médecine légale clinique, la médecine légale du vivant, comme je vous ai dit. Le rôle principal de la morgue, c'est de conserver les dépouilles d'une manière hygiénique afin qu'il n'y ait pas de propagation de maladies dans la population. Et c'est ce que nous faisons. Il y a lieu de retenir que la médecine légale contient certaines branches telles que la criminologie et la toxicologie médico-légale qui contribuent aux enquêtes criminelles. Baisse des produits miniers et agricoles sur le marché international pendant la période du 25 au 30 juillet 2022. C'est l'annonce faite par la Commission nationale des mercuriels. Suivez. Les tendances de valeur des bases des produits miniers allant de la période du 25 juin au 30 juillet 2022 se présentent comme suit. La majorité des produits miniers sur le marché international observe une tendance baissière selon la Commission nationale des mercuriels. La tonne du cuivre se vendra à 7 237,5 $ contre 7 576,5 $ américains. La tonne du cobalt passe de 59 741 $ contre 53 749 $ américains. Également une chute pour le zinc qui quitte 3 125,75 $ contre 3 011,25 $ américains la semaine en cours. Encore une tendance baissière du côté de l'État. La tonne coûtera 25 021,25 $ contre 25 821 $ américains de la semaine écoulée. L'or avec sa tendance baissière chute de 55,35 $ américains. L'argent passe de 55,96 $ contre 55,35 $ américains le kilo. Seul le Tantal observera une stabilité pendant cette période. Le kilo du Tantal se vendra à 410 $ américains. Du côté des produits agricoles et menus forestiers, pour la même période, les 2 cafés se sont bien comportés sur le marché international selon la Commission nationale des mercuriels. Le kilo du café Robusta passe de 1,97 $ à 1,99 $ américain. L'Arabica également observe une tendance haussière. Le kilo passe de 3,90 $ à 4,7 $ américain. Le cacao aussi observe une tendance haussière. Le kilo passe de 1,14 $
à 1,19 $ américains. Seul le caoutchouc qui observera sa stabilité et coûtera 82 $ américains le kilo. Le reste des produits agricoles observera une tendance baissière. Le papaïne se vendra à 17,23 € le kilo, l'écorce de quinquina à 2,1 € le kilo, la poudre de totakina à 58,80 € le kilo, le sel de quinine à 99,96 € le kilo, le Rowolfia quittera 1,70 € contre 1,67 € le kilo. Voilà tout pour cette mercuriale. La mercuriale vous est proposée par le ministère du Commerce extérieur. Voici à présent la mercuriale des bois congolais sur le marché international allant de la période du 1er mai au 31 octobre 2022. Les tendances semestrielles de la mercuriale des bois allant de la période du 1er mai au 31 octobre 2022 se présentent comme suit. Le grume d'Afromosia observera le prix de 384,33 € pour la qualité marchande le mètre cube, 338,36 € pour la qualité standard le mètre cube et 303,94 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Le grume du bois Sipo observera le prix de 271,26 € pour la qualité marchande le mètre cube, 255,21 € pour la qualité standard le mètre cube et 211,75 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Le grume du bois Wenge, autrement appelé bois noir, se vendra à 400,82 € pour la qualité marchande, 358,92 € pour la qualité standard le mètre cube et 316,75 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Le grume du bois Tamia coûtera 144,54 € pour la qualité marchande, 130,7 € pour la qualité standard et 108,44 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Le grume du bois Iroko observera comme LM le prix de 314,81 € pour la qualité marchande, 283,32 € pour la qualité standard et 247,30 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Le grume du bois Kaya observera comme LM et coûtera pendant cette période 233,48 € pour la qualité marchande, 209,83 € comme prix standard et 183,20 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Du côté du bois Kosipo, le grume observera comme prix 141,7 LM, 126,98 c'est son prix standard et 105,78 € pour le bois courant. Le bois Padouk observera le prix de 300,28 € pour sa qualité moyenne, 245,87 € pour la qualité standard et 191,62 c'est le prix de la qualité du bois courant le mètre cube. Bouclons avec le bois Tola dont le grume coûtera 142,5 € pour la qualité marchande, 127,83 € pour la qualité standard et 106,52 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Voilà tout pour cette mercuriale des bois. La mercuriale vous est proposée par le ministère du Commerce extérieur. Parlons culture avant de boucler cette édition de Comex Actu. L'artiste musicien Koffi Olomide va se produire au mois de février 2023 en la salle La Défense Arena à Paris en France. Une production signée Loriano de Aguiar, le DG de Sokoko. Suivez. La tenue du concert de l'artiste musicien Koffi Olomide et son quartier latin au mois de février prochain à l'Accor Hotel Arena dans la 12e arrondissement de Paris se précise davantage. Cette production signée le grand mécène Loriano de Aguiar, DG de l'entreprise Sokoko, aura bel et bien lieu. Plus aucun doute. Déjà, le patron de Quartier Latin International séjourne à Paris en France. Question de tout mettre au point avec cette salle mythique qui accueille plus de 20 000 places. C'est donc un grand coup que vient de réussir celui qu'on appelle affectueusement Ya Laurent Sokoko, qui attend en Angola l'artiste Koffi Olomide pour les derniers réglages. La musique étant le produit de l'industrie culturelle, face à ce grand événement, une rencontre entre les ministres de la Culture de la République démocratique du Congo ainsi que celui de l'Angola est également prévue, d'abord à Luanda en Angola, ensuite à Paris en France pour rencontrer le ministre de la Culture française. Également pour s'assurer des dispositifs sécuritaires auprès du ministre français de l'Intérieur et du commandant de la ville de Paris. Ainsi vont-ils s'entretenir avec celui des Affaires étrangères du pays de Emmanuel Macron.
Et oui, les amoureux de la bonne musique de Koffi Olomide, résidant en Europe, vont donc savourer les beaux opus au mois de février 2023. Une production signée Lauriane Odé-Aguiar, le DG de Sokoko. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de cette édition de Comex Actu Magazine. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous, c'est demain à la même heure sur la même chaîne. Au revoir.